Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, le sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo, mais je vais revenir dessus parce qu'il y a une évolution qui doit impérativement être connue de tous, que si jamais ils arrivent à faire ce qu'ils ont ambitionné de faire, ça risque de remuer un petit peu dans les brancards. Je vais revenir sur les conséquences du drame concernant Thomas. Alors oui, il y a une progression très claire d'une prise de conscience, d'une émotion globale à l'échelle nationale sur le fait que, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est pas nouveau. Malheureusement, c'est des phénomènes qu'on connaît depuis très longtemps. Même moi, dans ma profession passée, fut un temps où j'étais confronté justement à ces individus qui voulaient resquiller dans le cinéma pour aller voir les films, sauf que la resquille, en règle générale, il y a toujours eu des règles, c'est t'essaies de ne pas te faire voir. Et même si, à la limite, et là je vous confie un petit secret, c'est que même des fois quand on savait qu'il y avait des resquilleurs dans les salles, on allait jeter un œil, tant qu'ils se tenaient peinards, tranquilles, qu'ils ne faisaient pas le bordel, etc. Bon, et des fois, on laissait pisser. Sauf que malheureusement, avec le temps, on ne pouvait plus laisser pisser parce que non seulement les resquilleurs rentraient gratuitement par derrière, par les issues de secours, trucs comme ça, je veux dire, qui ne connaît pas la tactique, mais une fois dans la salle, ils foutent le bordel en fait. Ils se mettent à parler, à téléphoner, à fumer le chichou, bref, ils sont chez eux, quoi. Ils en ont rien à foutre. Donc là, évidemment, on est obligé d'intervenir. Sauf que des fois, les interventions, c'est tendu. C'est tendu parce que comme c'est déjà des individus qui, de par leur comportement, font une démonstration qu'ils en ont rien à foutre, qui vous chient dessus, littéralement. Donc évidemment, quand on leur demande de sortir, ils ne veulent pas sortir, donc on est obligé d'appeler les flics. Donc les flics, généralement, c'est la BAC qui vient et que la BAC, évidemment, non seulement leur demande de sortir, et les cinémas en général font une main courante. Comme ça, si jamais ils reviennent, puis qu'il y a un problème, au moins comme ça, ils sont identifiés, on sait qui c'est. Sauf que malheureusement, il y a des fois, il y a des cinémas pour des raisons commerciales, ne font pas appeler la police et demandent aux employés de faire le boulot. Sauf que il y a des fois, ça tourne mal. Et je peux vous garantir que personnellement, je m'en souviens puisque la petite trace que vous voyez là, ici, sous mon œil, c'est la conséquence d'un fight qui a fini suite au fait qu'on devait faire sortir des resquilleurs, sauf que les resquilleurs, on avait gros sur la patate du fait qu'on les ait chopés, qu'on leur a demandé de sortir, etc. Donc ils ont commencé à chercher la frappe et ça a fini en bagarre. Ça, ce que je vous explique là, c'était en 2004. Donc depuis, je n'ose même pas imaginer où c'en est arrivé. Ça en est tellement arrivé que désormais, les nouveaux multiplex, d'une manière générale, maintenant, les entrées de salles servent aussi de sortie de salle. C'est-à-dire qu'on essaie d'empêcher ou d'éviter que les gens utilisent les issues de secours comme normalement ça se faisait à l'époque, pour justement éviter que, alors même des fois des configurations d'un certain multiplex où on met des doubles sas de telle manière à ce que même si les resquilleurs réussissent à rentrer depuis la rue, ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'il y a un deuxième sas. Mais bon, il y en a qui réussissent quand même. Enfin ça, c'est pour la petite anecdote sur l'idée du comportement qui malheureusement a changé, je dirais, surtout du fait de cet aspect culturel à proprement parler, qui, comme je vous l'avais déjà expliqué, on n'est plus véritablement sur la raison ethnique ou de la racine de ces personnes, qu'elles soient d'origine étrangère ou française, parce que c'est une culture qui s'est développée dans certains quartiers, dans certaines banlieues, où certains blancs français de souche
ont eu un mimétisme d'adopter cette culture. Et du coup, oui, il n'est pas anodin de trouver parfois aujourd'hui dans la délinquance de groupe à la fois des prénoms à consonance maghreb ou noire africaine, des prénoms bien français, ou même des prénoms très anglais, dire des Kevin, des Brandon, des Elvis, des Johnny, enfin, vous voyez, comme je vous l'avais expliqué, il y a une question culturelle qui, en effet, il y a peut-être un lien de cause à effet sur les mentalités, les mœurs de certaines personnes issues de l'immigration qui ont pu influencer cette culture. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, même si, encore une fois de plus, oui, l'immigration a une part dans ces problèmes d'insécurité, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est un tout. Donc, il y a eu, on l'a vu, un regroupement d'un certain nombre d'individus qui ont défilé dans les rues pas du petit village, mais de la petite ville à côté, qui est Rumans-sur-Andelle, je crois, quelque chose comme ça. Évidemment, mués par certainement des individus issus de groupuscules d'extrême droite. Là-dessus, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Sauf que le problème, c'est que, on sent bien qu'il y a une inspiration de ce qui s'est passé en Irlande. C'est-à-dire que ces jeunes ont voulu faire exactement ce que les jeunes en Irlande ont fait à Dublin suite à l'attaque par cet Algérien. Parce que oui, en effet, c'est bien un Algérien. On a essayé de tenter, oui, mais non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas un Algérien, c'est les médias qui machin, blablabla. Non, du coup, on est bien, c'est bien un Algérien. Ah, évidemment, hein, l'amalgame, ça va jouer énormément. Sauf que ce qu'ils ont fait, ça ne sert à rien. Déjà, ils sont un peu ridicules parce qu'ils passent finalement comme étant dans le même état d'esprit que les antifas, c'est-à-dire on veut casser du bougnoul, mais de façon très désorganisée, de façon très immature. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même quand on est mature, on ne va pas dans des quartiers... c'est le quartier de la Monnaie, je crois, en disant qu'on veut casser du bougnoul. Ça n'a pas de sens. Donc là, oui, c'est des petits groupuscules d'extrême droite à qui on a monté le bourrichon, qui sont dans l'émotionnel, et qui se sentent pousser des ailes pour peut-être jouer les croisés contre le sarrasin. Bon, du coup, il y en a quelques-uns, apparemment, il y en a un qui s'est fait choper... qui s'est fait un petit peu lyncher, on va dire. Donc voilà, ça devient n'importe quoi. Ça part un petit peu dans tous les sens. Ça n'empêche pas que, à l'échelle nationale, le fait divers, puisque c'est comme ça que les médias veulent le traiter, en fait divers, sauf que le fait divers, il a monté en température sur les réseaux sociaux, et du coup, ils ont été obligés quand même de s'y intéresser un petit peu plus. C'est une affaire qui n'est pas anodine, dans le sens où, comme je vous l'avais expliqué, ce genre d'événement, malheureusement, ça se produit depuis des décennies, ça a toujours existé. C'est ce qui a poussé parfois même des propriétaires de bars de nuit de se classifier comme club privé pour justement pouvoir avoir le droit de pouvoir refuser des gens sans avoir après des plaintes pour discrimination ou pour racisme. Ce que je vous dis là, c'est des trucs qu'on a vus à la fin des années 80-90, parce que des propriétaires de boîtes de nuit ou de bars de nuit ont commencé à être attaqués par des associations de lutte contre le racisme, parce qu'ils ont refusé, des racailles, tout simplement. Les profileurs, même si c'est un métier sur lequel on mettra beaucoup de temporisation,
c'est quelque chose qui se fait, qui se pratique depuis très longtemps. Je veux dire, maintenant, qui va dans une boîte de nuit où à l'entrée, il n'y a pas un mec qui va décider, savoir qui a le droit de rentrer ou pas de rentrer. Moi, je sais par exemple que il y a une boîte de nuit en plein centre-ville de Rouen qui s'appelle la Bohème, pour ceux qui connaissent, hein, donc qui est une boîte de nuit un peu particulière parce qu'elle touche une clientèle plutôt trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire. C'est la seule boîte, peut-être plus maintenant, mais c'était la seule boîte qui était ouverte le dimanche. Donc évidemment, vu que toutes les autres boîtes étaient fermées le dimanche, ça rameutait une certaine faune. Et cette faune était systématiquement refoulée parce que le propriétaire ne voulait pas voir ces jeunes avec une clientèle qui ne correspondait pas à cette clientèle qui descendait très clairement des plateaux rouennais parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre. Donc voilà, donc ça existe. Sauf que là, ça a dérapé. Alors on essaie de trouver des excuses en disant si en fait il y en avait quelques-uns qui étaient dans la soirée, etc. Sauf que les témoignages de ceux qui étaient dans la salle sont très clairs. Oui, il y en a quelques-uns qui avaient réussi à rentrer, mais ils ont commencé à être dans le comportement de justement ce qu'on veut éviter. De ce que normalement les physionomistes, les videurs empêchent certains individus de rentrer parce qu'on ne veut pas que ces individus fassent ou deviennent deviennent impolis et des comportements non adaptés et c'est pour ça qu'en fait ils se sont fait jeter. Puis, comme mon histoire de 2004, ça a commencé à s'insulter, à être agressif, etc. Alors c'est comme le couteau. Je veux dire, quand tu te balades avec un couteau qui dépasse la paume de la main, parce que, excusez-moi, mais une lame de 26 cm, ça dépasse la paume de la main. Et je rappelle que quand ça dépasse la paume de la main, normalement c'est interdit de porter une arme blanche avec une lame qui dépasse la paume de la main. Mais il y en a quand même qui te disent oui, mais c'est parce que vu que c'est pour se défendre. Mais se défendre de quoi? Du racisme? Enfin, les arguments sont complètement pétés. C'est-à-dire qu'encore une fois, on essaie de planquer sous le tapis une réalité qui existe depuis des décennies. Qu'aujourd'hui, on est confronté à des individus, comme je l'ai dit et je le redis, la France n'est plus équipée. La France n'a pas les outils pour lutter contre ces individus. Donc elle applique des lois, mais des lois qui à un moment donné, de toute façon on les remet en liberté, on les met sous contrôle judiciaire, on leur fait un rappel à la loi, sinon pas déjà des arrestations ou des condamnations. Mais enfin voilà, donc ils s'en branlent à la limite. Donc cette manifestation, alors évidemment estampillée extrême droite, comme toujours d'ailleurs, sauf que là évidemment, on ne réfute pas les propos et les intentions de ces gens comme étant des gens certainement d'extrême droite, mais encore une fois, c'est désorganisé, c'est pas crédible. Alors surtout Messia par exemple. Alors Messia en ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais il est en train de péter les plombs. À dire un petit peu n'importe quoi, n'importe comment. J'ai envie de dire, lui, il va falloir qu'il se calme un peu, qu'il rentre un petit peu plus dans quelque chose de cohérent, parce que on comprend pourquoi il a quitté le RN, parce qu'il commençait à être avec une trop grande gueule, à balancer un petit peu à droite à gauche. Alors, non sans que parfois il dise certaines choses qui sont tabous, qui sont en effet des vérités, mais voilà. Revenons à l'essence même d'un sujet que j'ai déjà abordé, mais comme je vous l'ai dit, je veux absolument que vous en ayez conscience. Et ça commence un petit peu à tourner sur certains réseaux intéressés. C'est cette ambition qu'ont certains, aujourd'hui à l'échelle européenne, de vouloir faire une révision
des traités européens. Alors attention, traité européen, révision. On ne dit pas réforme, on dit révision. C'est-à-dire qu'en fait, on veut juste faire un réajustement de certains principes et de certaines règles. Bon, pour l'instant, c'est un projet. Je rappelle que pour tout changement, toute réforme au niveau constitutionnel européen, il faut l'unanimité des États. Souvenez-vous, Asselineau l'a suffisamment dit. On ne peut pas changer ni une virgule ni un point dans les traités sans l'unanimité des États pour accepter ce changement, cette modification. Ça, c'était ce que Asselineau avait sorti en contrepartie, ou pour contredire, les propos surtout de Marine Le Pen, qui disait oui, si je suis élu, et Mélenchon, pareil, si je suis élu, je demanderai de renégocier les traités. Mais non, tu peux pas. Si tu veux renégocier les traités, il faut que tu convainques les 27 pays membres pour pouvoir renégocier, comme je vous le dis, ne serait-ce qu'une virgule ou un point. Et sauf que là, alors évidemment, la proposition elle est plus ou moins alambiquée sur des principes, des règles d'institutions, et on présente les choses en disant oui, on va mettre plus de démocratie. Plus de démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, changer la Commission européenne en une commission législative ou exécutive. Non, une sorte d'exécutif. Un exécutif. Et comme sur le modèle français, vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Et ce Parlement aurait donc plus de pouvoir, aurait plus d'action, d'interaction avec cet exécutif pour un meilleur fonctionnement de l'Union européenne. Donc évidemment, si on est démocrate, on se dit bah oui, voilà, c'est mieux. Parce que là, la Commission européenne, elle est un petit peu parfois en roue libre. Donc ça serait bien de remettre un peu de démocratie, un peu d'équilibre, un peu de balance. Sauf que c'est en fait un maquillage. Parce qu'en réalité, le projet prévoit en effet que le Parlement puisse mieux interagir avec l'exécutif. Sauf que le problème, c'est que si vous réussissez à mettre au Parlement une majorité de gens qui sont en parfaite collusion avec l'exécutif et qui par conséquent diront amen à tout ce que l'exécutif proposera, c'est-à-dire que demain, l'exécutif pourra très bien demander de voter à l'Assemblée, au Parlement européen, un décret qui irait à l'encontre des intérêts de 18 ou 19 pays membres de l'Union européenne. Le Parlement le vote finger in the nose, puisqu'on s'arrangera toujours pour qu'il y ait une majorité d'européistes convaincus pour voter les yeux fermés tout ce que l'exécutif proposera. Moi j'ai envie de dire, mais c'est l'instauration finalement d'un État fédéral. D'un État fédéral qui supplanterait la souveraineté des États mêmes. Alors pire, dans les modifications qu'ils ont prévues, ils veulent mettre en place non plus la décision à l'unanimité, c'est-à-dire des projets ou des propositions, des décrets mis au vote des pays membres au Conseil de l'Europe. Il faut l'unanimité pour que le décret ou le texte soit validé. Ils veulent tout simplement mettre en adoption le principe de la majorité. Si par exemple, vous avez demain une proposition pour intégrer la Turquie à l'Union européenne, sur le principe même aujourd'hui, tous les pays doivent voter à l'unanimité la proposition. Si un seul pays dit non, la proposition est rejetée. Or, avec ce qu'ils ont l'intention de faire,
Si demain un pays propose d'intégrer la Turquie à l'Union européenne, il suffit que sur les 27 pays, il y ait la majorité plus 1, enfin la majorité plus 1, oui, c'est la majorité, ils disent oui, ça passe. Donc, si vous voulez, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un principe démocratique. Oui, mais c'est un principe démocratique qui est en réalité un manteau pour cacher la réalité de supplanter les souverainetés nationales. On le voit bien, hein, là, l'élection qui a eu lieu aux Pays-Bas, l'Union européenne, ils l'ont mal digérée. Alors qu'ils venaient de réussir à changer le paganisme polonais, manque de bol, ils ont gagné la Pologne, mais ils viennent de perdre les Pays-Bas. Mal donne. Donc cette révision constitutionnelle européenne, attention, ils vont vous présenter les choses d'une certaine façon que pour vous, ça va vous sembler être un peu plus de démocratie. Comme aussi, le Parlement aura beaucoup plus accès de demander son avis au peuple par des référendums. Mais là encore, si vous installez le texte, évidemment, vous allez dire, bah, c'est génial, au moins comme ça, on sera plus sollicité dans notre opinion en tant que pays membre de l'Union européenne sur des sujets. Sauf que j'ai envie de dire, c'est comme en France. En France, le référendum que propose Macron, je vous l'ai dit, ça sert à rien puisque l'outil du référendum, il existe déjà. Sauf que plus personne ne s'en sert. Eh bien, avec ce texte sur le référendum qui pourrait être mis en place par le Parlement européen au sein de tous les pays membres, ça sera génial sur le papier, mais en réalité, personne ne s'en servira. Si demain, l'exécutif demande au Parlement de voter un texte sur des politiques d'immigration, là, l'exécutif sera souverain sur l'ensemble des politiques émigrationnistes des États membres. Si le Parlement vote oui, sans même consulter les peuples européens sur un sujet qui les concerne tous, eh bien demain, l'Union européenne pourra imposer à la France d'ouvrir le robinet de l'immigration de masse. Oui, si certains d'entre vous viennent juste de se poser la question, est-ce que finalement c'est pas un coup d'État institutionnel contre les États membres, ou tout du moins contre la souveraineté des États de l'Union européenne, eh bien je vous répondrai, oui, tout à fait. Alors, c'est un projet. C'est un projet, mais on a peut-être cette chance qui doit passer dans l'état actuel de ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire que si un projet est déposé officiellement, il faut qu'il ait l'unanimité des pays membres pour être mis en place et proposé dans le système de l'Union européenne. Ce qui, à mon sens, à moins de réussir à changer tous les gouvernements hostiles dans les mois à venir, ils n'auront jamais l'unanimité. Je pense déjà à Orban et la Hongrie. Aujourd'hui, la Hongrie, il y en a certains qui critiquent Orban, mais n'empêche que Orban, il est quand même celui qui reste un des derniers barrages contre la folie hégémonique et impérialiste européenne. Même si les Allemands, parfois, mettent leur veto, même si parfois les Espagnols ou les Italiens mettent leur veto, même si parfois la Suède, ou certains pays nordiques, mettent leur veto, parce que certains projets de loi, certaines décisions vont à l'encontre de leur intérêt. Mais justement, les ultra-européistes veulent gommer cette possibilité aux États membres de parfois exprimer leur opposition à certains projets, à certaines décisions, à certains décrets, à certaines lois. Donc quand ils en sont réduits aujourd'hui à proposer
une ambition de révision de la Constitution européenne pour justement de leur donner des outils pour finalement avoir un pouvoir absolu, je le répète, ça ne sera pas ouvertement dit comme ça sera emballé dans des textes et des lois qui seront proposés, qui auront la vertu d'ouvrir plus à la démocratie participative, des peuples souverains, etc. Sauf que toujours avec un principe de base qui est la représentation, mais c'est cette représentation, comme les représentations que nous avons aujourd'hui à l'échelle nationale en France, c'est qu'à partir du moment où elles sont vérolées, à partir du moment où elles sont déconstruites pour permettre à des gens en majorité de ne pas aller à l'encontre des volontés et des projets mondialistes, votre démocratie elle est morte. Donc c'est pour ça que 2024, l'année prochaine, vous allez voter pour les européennes. Je pense que cette élection européenne-là, elle va être importante parce qu'elle va définir une tendance. C'est-à-dire qu'on va voir, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de sièges pour les partis conservateurs dits d'extrême droite, ou est-ce qu'au contraire, on va renforcer les sièges des pouvoirs des droites ultralibérales, ou au contraire des gauches social-démocrates. Mais bon, je vous rassure, que ce soit des gauches social-démocrates ou des droites conservatrices, c'est kiff-kiff bourricot, c'est les mêmes. Ils donnent juste l'illusion d'un combat ou d'une confrontation idéologique et politique, même si sur des petits sujets sans incidence réelle, ils se battent, ils se pinaillent sur ces sujets, mais sur l'essentiel de la souveraineté, l'essentiel de l'hégémonie européenne, l'essentiel des mondialistes, ils sont tous en accord les uns avec les autres. Alors, il y a Aldostérone qui a fait récemment une vidéo sur la question. Certains sites commencent à relayer les éléments comme je l'avais déjà mis sur une vidéo, mais comme je dis souvent, vaut mieux répéter, être répétitif sur certaines données, sur certaines choses, surtout si vous découvrez cette chaîne, si vous êtes nouveau sur cette chaîne. C'est important que vous sachiez que dans les coulisses de l'Union européenne est en train de se préparer un véritable coup d'État contre les souverainetés nationales des pays de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne. Donc, n'hésitez pas à divulguer, à partager cette information, parce qu'elle est très importante, parce que ça peut très bien arriver avant les élections 2024, si ça se trouve. Peut-être qu'une situation de crise va faire en sorte que ça va leur permettre de profiter d'une brèche. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas avec l'attaque en Ukraine. On a fait en sorte, par le biais de l'Union européenne, à faire rentrer un grand nombre de pays membres dans les rangs en soutien derrière l'Ukraine pour justifier de filer des milliards d'euros à Kiev. Donc d'ailleurs, là, on commence à ressortir un petit peu les dossiers sur le fait que le régime de Kiev, il y a une partie de l'argent qui a été donné par les pays occidentaux qui est partie ailleurs, qui est partie dans certaines poches de certains oligarques soutiens de M. Zelensky. Sauf que ça, pour l'instant, il ne faut pas trop en parler. Donc comme je vous le dis, n'hésitez pas à partager cette information. Je vous mettrai évidemment un lien, encore une fois de plus, dans la description pour que vous ayez un peu plus de détails sur les intentions de cette opération de révision de la Constitution. Alors je répète, c'est pour l'instant un projet.
un projet qui doit passer le cap de l'unanimité des États membres pour pouvoir lancer la procédure de révision qui ensuite doit passer par la validation des États membres et par la suite du Parlement. Donc il y a encore tout un processus administratif, politique, structurel à faire. Mais bon, quand vous avez des gens qui commencent à avoir l'idée, dont d'ailleurs les plus forts soutiens de ce projet sont évidemment la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, et y compris votre président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Je rappelle, Macron garde toujours à l'esprit l'ambition peut-être un jour de devenir président de la Commission européenne lorsqu'il aura perdu son boulot de président de la République. Puisque là, lui aussi, s'il veut un nouveau mandat, il va être obligé de changer la Constitution française. Ou de faire une autre... Enfin bon, bref, on en a déjà parlé, on en reparlera certainement. Donc d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que puis-je vous dire d'autre? De bien vous porter!